Je vais vous parler effectivement d'un problème qui sévit dans les lagons polynésiens. Ils sont connus pour être parmi les plus beaux du monde, et donc c'est difficile d'imaginer qu'ils puissent être dans le même temps responsables de graves problèmes sanitaires et économiques pour les populations résidentes. Je veux parler donc du phénomène qui est plus connu sous le nom de la ciguatera, qui existe depuis des temps immémoriaux, puisque même des navigateurs comme Vasco de Gama, Magellan et le capitaine James Cook en ont fait l'amère expérience. Et pour ceux qui, par chance, n'auraient jamais entendu parler de la ciguatera, j'ai choisi 4 témoignages qui vont illustrer le caractère singulier mais très complexe de cette intoxication alimentaire qui résulte de la consommation de poissons de lagon qui sont en parfait état de fraîcheur, mais qui sont contaminés par des toxines marines. Et vous allez voir à travers ces témoignages que finalement, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de chance, qui vont faire des ciguateras bénignes, qui vont s'amender au bout de quelques jours, mais d'autres auront moins de chance et vont développer des formes très graves, extrêmement invalidantes, qui peuvent dans certains cas se transformer en symptômes chroniques, qui peuvent persister plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai consommé du poisson vénéneux aux Bahamas à bord d'un cargo. Du jour au lendemain, on s'est tous réveillés avec les symptômes de ciguatera. Mal de tête, faiblesse aux jambes, hypersensibilité au froid au niveau de la paume de la main, la langue. Je ne pouvais plus marcher pieds nus sur le carrelage. Et cet autre témoignage, celui du bas, notre belle-fille a contracté la ciguatera après avoir mangé des viscères d'un poisson pêché à Fidji. Pendant l'année écoulée, elle a passé plus de temps à l'hôpital qu'elle en a passé à la maison. Malgré une sonde pour lui permettre de se nourrir grâce à un tube stomacal, elle ne peut strictement rien garder. Le personnel médical ne semble pas être en mesure de lui venir en aide. Elle a perdu énormément de poids et n'a plus que la peau sur les os. Le deuxième témoignage, manger maintenant est devenu très compliqué à cause du chocolat, du café, de la cannelle, du citron, des fruits à coque et des noix qu'il faut également éviter. Et le dernier, qui émane d'un médecin, j'ai vraiment souffert des terribles symptômes neurologiques et les insomnies sévères ont été une réelle punition. Je crois que c'est la plus terrible maladie que j'ai jamais eue. Malheureusement, ces témoignages ne sont pas des cas isolés, puisque une étude récente a montré qu'en Polynésie, ou plutôt dans le Pacifique, près de 500 000 personnes avaient contracté la ciguatera, ce qui fait quand même une moyenne de 13 000 intoxications par an. La Polynésie n'est pas épargnée par ce phénomène, puisque notre pays figure systématiquement depuis la fin des années 70 dans le trio de tête des pays qui ont les taux d'intoxication les plus élevés au monde, avec Fidji et les îles Cook. Pour illustrer l'ampleur du phénomène en Polynésie, j'ai choisi de vous montrer les chiffres officiels de la ciguatera tels qu'ils étaient en 2010. Alors vous voyez, en 2010, le chiffre n'y apparaît pas, mais en fait, on a répertorié officiellement 600 cas de ciguatera en Polynésie, donc sur l'ensemble du territoire. Le plus choquant dans ce chiffre, c'est que ça constitue vraisemblablement que la partie émergée de l'iceberg, puisque vous savez qu'en Polynésie, les gens ne vont pas systématiquement consulter après une intoxication, ils vont encore moins la déclarer, de sorte que ces statistiques officielles ne représenteraient en réalité que 10 à 20% des cas d'intoxication avérés. Ça veut dire que ces chiffres, il faudrait les multiplier au minimum par 5, voire par 10. Vous voyez sur cette carte qu'il y a comme un gradient d'éloignement. Ça veut dire que plus on s'éloigne de Tahiti, et plus le niveau d'intoxication a tendance à augmenter. Et ça s'explique par le fait que les populations des archipels éloignés sont beaucoup plus dépendantes des ressources du lagon que nous pouvons l'être à Tahiti. Et même dans certaines îles, le poisson constitue la seule source de protéines animales. Je vais illustrer ce problème par le cas de Rapa, qui se trouve tout à fait au sud de la Polynésie. En 2010, cette île a enregistré un taux d'intoxication record, puisque sur 10 personnes qui choisissaient de manger du lagon, eh bien, une était assurée de faire une ciguatera. Et c'est une intoxication qui a beaucoup marqué les esprits de la population de Rapa, parce qu'en fait, elle a démarré dans un contexte très festif. La population s'apprêtait à fêter le retour des enfants
pour les fêtes de Noël, donc ces enfants qui sont scolarisés habituellement à Tahiti et à Tupuai, et donc ils sont allés faire une pêche communautaire dans la zone de Rahui. Et finalement, ça s'est terminé par une intoxication qui a affecté plus de la moitié de la population et réussi à tuer 2 personnes. Mais faut-il pour autant considérer la ciguatera comme une fatalité pour les populations polynésiennes ? Pas forcément, en tout cas pas si nous arrivons à lutter efficacement contre ce fléau. Et sur ce point, je dois dire que tant au niveau de la population que des pouvoirs publics, il y a le sentiment général que cette tâche, la lutte contre la ciguatera, est du ressort des scientifiques. La ciguatera, on l'a vu, ce n'est pas une maladie nouvelle. Et pourtant, c'est resté une véritable énigme biologique pendant plusieurs siècles. Il faut attendre la fin des années 1970 pour que les scientifiques soient en mesure d'expliquer comment ce phénomène apparaît dans les lagons. Donc au départ, vous avez d'abord des perturbations naturelles, parfois humaines, qui vont agresser le lagon et entraîner la mort du corail. Et ceci va être le prélude à une succession de phénomènes qui vont commencer par la prolifération d'une algue microscopique qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui s'avère être toxique. Et la toxine produite par cette algue va ensuite se disséminer dans toute la chaîne alimentaire au niveau des poissons herbivores et carnivores. Et l'homme va s'intoxiquer en fin de chaîne alimentaire en consommant les poissons de son lagon. Après, il faudra encore 10 années de recherche aux scientifiques pour pouvoir mettre un nom sur cette fameuse toxine qu'on appelle la ciguatoxine, et encore 10 ans de travaux supplémentaires pour que les premiers tests capables de détecter la présence de cette toxine dans la chair des poissons soient disponibles. Donc vous voyez, en matière de recherche sur la ciguatera, les progrès scientifiques ont parfois été lents à venir, mais au final, on peut dire qu'on a fait des avancées scientifiques très conséquentes. D'ailleurs, beaucoup de ces découvertes majeures ont été réalisées en Polynésie même, ce qui fait de notre pays une référence internationale en matière de recherche sur la ciguatera. Et on est également un des pays les plus avancés pour ces programmes de lutte contre cette maladie. En effet, notre laboratoire a mis en place un système de surveillance qui couvre l'ensemble des 5 archipels et qui nous permet aujourd'hui, en temps réel, de surveiller l'émergence de nouveaux foyers de ciguatera. Par ailleurs, on a aussi développé au laboratoire tout un tas d'outils qui nous permettent, dans une île, de dire très précisément où se trouvent les zones toxiques et quelles sont les espèces de poissons qu'il faut éviter de consommer. Et enfin, nous formons une petite équipe de spécialistes qui sont mobilisables à tout moment, très rapidement, pour intervenir dans les îles en cas de crise toxique majeure. Une originalité en matière de recherche sur la ciguatera, sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes, c'est que dans certains domaines de recherche très particuliers, des avancées notables ont pu être réalisées parce que les scientifiques ont eu l'idée de s'inspirer des savoirs et des pratiques traditionnelles des populations locales. Prenons l'exemple qui se trouve à gauche, qui est l'utilisation de tests maison pour dépister les poissons impropres à la consommation. Vous savez, vous avez entendu parler du test fourmi, du test mouche, parce que selon les populations, ce sont des animaux qui seraient capables de détecter les poissons toxiques. Alors personnellement, on n'y croit pas trop parce que les fourmis peuvent se tromper, les mouches aussi. Nous avons plutôt cherché à évaluer 2 tests qui sont très populaires aux Australes, qui sont le test, celui du haut c'est le test de rigidité et celui du bas le test hémorragique. Que dit le test de rigidité ? Un poisson qui est rigide est considéré comme étant comestible. Le test hémorragique dit qu'un poisson qui montre des signes abondants d'hémorragie ne doit pas être consommé parce qu'il est toxique. Donc l'étude a consisté à comparer les résultats de 5 dépisteurs, 5 pêcheurs locaux de Revavet sur une centaine de poissons, avec les résultats qu'on pouvait obtenir nous au laboratoire. Et l'étude a montré que de ces 2 tests, c'est vraisemblablement le test hémorragique qui donne les meilleurs résultats, avec près de 70% de réponses positives. Nous pensons que si ce test est utilisé par quelqu'un qui a l'habitude de le pratiquer, qui en plus a une bonne connaissance des zones qui sont à risque dans son lagon et puis des espèces qu'il faut éviter,
il peut s'avérer être un outil extrêmement utile pour les populations, pour la gestion quotidienne du risque ciguatérique, en particulier dans les archipels éloignés. Le deuxième exemple, c'est le traitement de la ciguatera. Vous savez que la médecine occidentale ne propose pas de remède actuellement. En revanche, les populations locales ont pris l'habitude de se tourner vers les plantes de la pharmacopée traditionnelle pour se soigner. Et des études ethnobotaniques ont permis d'identifier une plante qui est utilisée très largement dans le Pacifique Sud pour soigner la ciguatera et qui s'appelle le faux tabac ou tahinu en tahitien. Le remède consiste à faire une décoction à partir des feuilles jaunies de la plante. Donc, nous avons, au cours de travaux successifs, évalué donc, l'efficacité de ce remède et on a montré que le principe actif dans ces feuilles était une molécule qu'on appelle l'acide rosmarinique. Et au laboratoire, en utilisant les tests appropriés, nous avons pu confirmer que cette molécule avait des propriétés neuroprotectrices contre les toxines de la ciguatera. Donc la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi, en dépit de cette masse de connaissances qu'on a accumulées donc, sur la ciguatera, des avancées scientifiques très conséquentes réalisées ces dernières années, et surtout de la panoplie d'outils high-tech dont on dispose aujourd'hui au laboratoire, pourquoi les gens en Polynésie continuent à s'intoxiquer à des niveaux records qui ne sont absolument pas acceptables du point de vue santé publique. Est-ce qu'il y a une faille dans notre système de surveillance et de gestion du risque ciguatérique? Et je crois que la réponse, c'est tout simplement le facteur humain. En d'autres termes, si on veut vraiment que cette lutte contre la ciguatera aujourd'hui soit pleinement efficace, il faut qu'on se responsabilise davantage, à la fois sur le plan individuel et sur le plan communautaire. C'est pour cette raison que lorsque nous nous déplaçons dans les îles pour des campagnes de lutte, on met très fort l'accent sur des actions d'information, d'éducation et de sensibilisation du public à travers des réunions publiques ou des actions pédagogiques dans les écoles. On utilise divers types de supports, ça peut être des guides illustrés, ça peut être des affiches qui sont disponibles en tahitien, en français, et qu'on appose dans les points stratégiques de l'île qui sont la mairie, le dispensaire et les écoles. Et s'il y avait 3 messages de prévention qu'il faut que nous gardions en tête, ce sont les suivants. Ils sont très simples. Le premier s'adresse davantage au pouvoir public. Un lagon qui a un environnement sain et de qualité a très peu de risque de devenir ciguatérique. Par conséquent, si on a le choix de mesures qui visent au développement des îles, mais dont on sait qu'elles vont avoir un impact sur les écosystèmes lagonaires fragiles de ces îles, eh bien, ce type de décision doit être soigneusement pesée. Elle doit être au minimum discutée avec la population. Des fois, les solutions de facilité ne sont pas forcément les plus pertinentes. Et dans tous les cas, ce genre de décision doit être accompagné par des études d'impact ad hoc. Je pense que le bénéfice est double. Hein. D'abord, on va éviter par cette démarche d'intoxiquer inutilement les populations et au passage nos touristes. Et surtout, on va continuer à avoir les plus beaux lagons du monde. Le deuxième message, c'est qu'il faut que nous abandonnions nos comportements à risque. Combien d'entre nous, enfin combien dans cette salle, et moi y compris, ont l'habitude de consommer la tête et les viscères des poissons au lieu de se limiter à la chair? Or, on sait que ce sont ces 2 organes, donc tête et viscères, qui hébergent les concentrations de toxines les plus élevées. Donc, ça augmente les risques de faire une ciguatera sévère. Le troisième message, c'est que si par malchance, on arrive quand même à faire une ciguatera, il faut faire l'effort d'aller déclarer notre intoxication. Parce que l'information qu'on va fournir à cette occasion sur le site de pêche, voire même l'endroit où on a acheté le poisson, l'espèce qu'on a consommée, c'est capital parce que ça peut éviter à d'autres personnes de s'intoxiquer. Et donc pour aider et faciliter cette démarche, l'Institut Malardé a mis en ligne, en fin d'année dernière, un site qui est entièrement dédié à la ciguatera, qui s'appelle ciguateraonline.com. Alors c'est un site qui fournit des informations générales sur la ciguatera parce qu'on sait que le public est fan de ce genre d'informations, mais en même temps et surtout, il donne l'accès à une cartographie dynamique et participative des zones de pêche et des espèces de poissons qui sont les plus à risque de ciguatera en fonction des différentes îles de Polynésie. Et nous, on a de nombreux exemples
sur le terrain où cette stratégie s'est vraiment avérée payante. Elle a permis de faire diminuer très significativement les taux d'intoxication, comme à Rapa, justement, où on est passé de près de 100 cas par an à moins de 20 cas par an en l'espace de 2 années. Donc pour conclure mon propos, je voudrais dire que la ciguatera n'est pas une fatalité pour les populations polynésiennes, mais la lutte contre la ciguatera n'est pas que l'affaire des scientifiques, c'est notre affaire à tous. Et c'est l'idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui.